Du coup, enchantée en tout cas. Merci de m'avoir répondu. Je vous en prie, c'est normal. Alors, du coup, moi, c'est pour un projet final, en fait, en traduction, justement. Mmh. J'ai quelques questions à vous poser. Du coup, présentez-vous. Quel est votre métier en soi? Moi, je suis traductrice-interprète en 5 langues et l'un de mes duos de langue est assermenté, albanais-français. Hem et pour le reste des langues, c'est plus en freelance et j'ai une spécialité juridique, c'est-à-dire que j'ai une formation juridique aussi, en parallèle. Donc je suis, habilitée notamment à traduire les documents de justice. OK. En soi, donc en quoi consiste, exactement votre métier? Exactement. Il s'agit de traduire, soit des documents, ça peut être tout type de documents de la vie courante, des contrats de travail, des, décisions de justice, des échanges, tout simplement, des mails, hein, par exemple, d'une langue à l'autre, heu, ou, pour le côté interprétariat, ça c'est donc de la traduction écrite. Et on a aussi le versant traduction orale. On n'est pas obligé de faire les 2. On peut faire, soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai décidé d'exercer les 2. Et donc la traduction orale, c'est donc de l'interprétariat, ce qu'on appelle de l'interprétariat et il s'agit de traduire, en direct, c'est-à-dire soit de façon, simultanée, c'est-à-dire on entend, on traduit, quasi immédiatement, soit de façon, on appelle ça en différé. C'est-à-dire on entend, la personne nous dit, une phrase, dans une langue et nous on traduit, dans l'autre langue à l'autre interlocuteur. C'est souvent ce qui est pratiqué notamment, dans les, tribunaux, les institutions, ou les associations encore. C'est-à-dire que la personne ou le juge ou tout autre intervenant, parle, je traduis et ensuite l'autre personne répond et je traduis dans l'autre sens. Donc là, c'est en différé, c'est-à-dire qu'on attend que la personne ait parlé pour, pouvoir traduire, alors qu'en simultané, c'est, par exemple, dès que je commence à entendre, la personne parler, je traduis, simultanément, un peu comme un ordinateur. OK, et vous m'avez dit que vous traduisez 5 langues, c'est ça? Ou vous Oui, parlez 5 langues? oui, je parle 5 langues, oui. Non, après ça fait des Vous duos parce que c'est toujours d'une langue à l'autre, donc ça fait combien? Ça fait 4 duos peut-être? Non, ça fait 5 duos, du coup, parce qu'à chaque fois, on a par exemple albanais-français. Je parle aussi anglais, donc anglais-français, italien-français, espagnol-français et vice versa. Ça peut être aussi, albanais-anglais ou, après les langues, ouais, ça fait plus de 5 duos, mais, voilà, vous avez compris le principe, c'est-à-dire qu'on part, d'une langue vers une autre, une ou plusieurs autres, mais c'est toujours, en général, c'est par 2, hein. OK. Et vous avez toujours voulu faire ça en soi, ou les langues, vous avez toujours aimé les langues, c'est ça? Ça oui. Après, moi, j'ai un particularisme, c'est que je suis venue au monde et j'ai grandi dans une famille, multiculturelle. Donc il y avait déjà une, pluralité de langues qui était présente, d'office et c'est quelque chose qui était une évidence, en fait. La pluralité de langues, moi, c'est plutôt parler une seule langue qui serait un peu surprenant pour moi. Parler plusieurs langues, OK. ça fait sens, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. J'ai pas comment expliquer? Bien évidemment, j'adore ça, mais c'est avant tout, pour moi, ça a été une façon de vivre, une façon de grandir, une mentalité, à part entière. Bien évidemment, en voyant que, par exemple, quand vous allez dans un pays, que vous ne connaissez pas, vous parlez, la langue, vous ça vous connecte immédiatement d'une façon différente et Oui. c'est plus là, en fait, c'est au niveau des voyages que j'ai vu, à quel point c'était, intéressant et passionnant. Mais d'office comme ça, moi, c'était quelque chose qui est venu, comme,
marché ou tout ce qu'on apprend quand on est petit en fin de compte. Donc, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas un métier. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que je partais pas du tout pour être traductrice. Moi, j'ai fait des études de droit, donc je partais plus pour Ok, être juriste et j'ai été juriste d'ailleurs pendant un certain temps avant de commencer à coupler un petit peu les deux compétences. Et la traduction est venue assez tardivement, en fin de compte, en tant que métier. C'est en constatant que j'avais cette compétence et que je pouvais la mettre à profit. Et notamment avec la spécificité juridique n'est pas quelque chose qui est forcément répandu parce que les traducteurs euh, de métier sont traducteurs, ils apprennent à traduire, mais c'est souvent de la littérature. Je c'est dis ça, oui. Oui. plus des textes littéraires. Et après, c'est une spécialisation en fait. Pour devenir par exemple traducteur juridique, il faut faire une spécialisation, il faut faire des formations. Alors que moi, je l'avais d'office puisque j'avais fait des études de droit et que j'avais fait au cours de mes études notamment un stage en Italie, un autre en Albanie. Donc j'avais, comment dire, j'avais des acquis au niveau de la procédure italienne notamment et albanaise. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire le lien d'une d'une langue à l'autre au niveau procédural, par exemple. Ok. Parce que je connais les systèmes et ça, c'est pas quelque chose qui est acquis par tous les traducteurs-interprètes, mais, euh, mais oui, la traduction est arrivée chez moi beaucoup plus tardivement. Ok. Et du coup, enfin, vous m'avez dit que vous avez fait des études de droit. Le droit, oui. euh, et c'est jusqu'à quand à peu près que vous vous êtes dirigé vers la traduction? Enfin, vous vous êtes... Alors, j'ai commencé en 2017, la traduction. Ok. J'avais fini mon master en droit à ce moment-là et je travaillais déjà en tant que juriste. Et je l'ai commencé de façon autodidacte. Euh, je trouvais dommage de laisser perdre les compétences linguistiques. Et une langue, si on la parle pas, elle se perd. Euh, c'est plus parti pour moi la traduction d'une volonté de ne pas laisser perdre la connaissance de la langue et de la maintenir vivante. Et je me suis dit que la seule façon de la maintenir vivante, c'était d'en faire une activité. Au départ, c'était une activité complémentaire à mon activité principale de juriste. Et petit à petit, euh, après une réflexion d'ensemble et qui était plus axée en fait clairement sur le statut de salarié, hein, d'une envie de sortir du salariat, qui a amené une réflexion plus profonde et, euh, et qui, comme j'avais donc entamé cette activité de façon connexe, annexe plutôt, euh, ça a nourri une autre réflexion qui était celle de sortir du salariat et rentrer plus dans l'entrepreneuriat. Et c'est de là que c'est comme ça qu'en fait la traduction est devenue plus une activité principale. C'est une réflexion d'ensemble, mais ça a été un cheminement. Ça n'a pas été un choix de départ comme ça d'office, même si j'ai toujours parlé plusieurs langues. C'était Mm. plus en fait une compétence que j'avais et que je parlais quand j'étais en vacances. Ok. Et comme Donc, j'ai commencé à réaliser que je perdais un petit peu du fait de ne pas assez parler ces langues, donc je me suis dit, bah, je vais activer quelque chose. Donc je vais commencer à travailler de façon très, comment dire, à petite dose, hein. Je vais je vais être freelance à côté. Et, euh, et comme ça me permettra d'avoir une sorte d'obligation de maintenir une certaine qualité et capacité au niveau linguistique. ok. Donc, de ce que vous m'avez dit, comme
vous pratiquez, enfin, 5 langues, vous Oui. les avez apprises, sur le tas ou justement, comme vous m'avez dit, vous êtes d'une famille qui est, multiculturelle ou c'est vous êtes partis, enfin, comment vous avez appris ces langues, en fait? C'est un tout. Alors, la base, c'est donc une famille multiculturelle et des parents et des grands-parents qui parlaient plusieurs langues. Ensuite, j'ai eu des professeurs particuliers parce que je suis née et j'ai grandi en Albanie et notamment l'Albanie post-dictatoriale. Donc, il n'avait pas beaucoup de structure pour les langues. C'était essentiellement des cours privés financés par mes parents. Mais non, j'ai commencé immédiatement, dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire des écoles particulières et avoir des cours particuliers dans les 2 premières langues, ça a été l'italien et le français, l'anglais, pardon. Heu et ensuite, nous avons quitté l'Albanie et on a vécu un temps en Italie. Donc ça a permis de renforcer, la langue puisque j'allais à l'école là-bas. Et ensuite nous sommes venus, nous installer en France. Donc c'est ajouter le français, de façon automatique, hein. et heu OK, et donc ça a été, une acquisition comme une langue de native en fin de compte parce que je suis arrivée enfant et j'ai fait, quasiment mes études en France. Et l'espagnol par contre ça a été, de façon complètement autodidacte parce que la langue me plaisait et je n'ai eu que, 1 année à l'université de d'acquisition, on va dire, académique, mais autrement, c'est totalement de façon autodidacte. Un apprentissage, personnel, mais de toute façon, je considère que même quand on a en fait des acquis, académiques, heu, pour pouvoir traduire et traduire correctement, il faut avoir, il est indispensable d'avoir une connaissance de la culture en fait, oui, de la langue en face. Parce que si on n'a pas une connaissance suffisante de la culture, de la façon de penser, de la mentalité, de l'histoire, heu, à mon sens, on ne peut pas traduire correctement. On a toutes les chances de commettre des erreurs de traduction, de faire des faux sens ou tout simplement de ne pas comprendre enfin, de ne pas être en mesure de traduire, notamment, je pense aux expressions idiomatiques. Et si vous parlez oui, vous-même plusieurs langues, je pense que vous pouvez vous reconnaître dans ce que je dis. C'est que si quelqu'un vous dit une expression idiomatique et que vous ne savez pas ce que ça veut dire et que vous en faites une traduction littérale, vous allez traduire complètement, à côté, oui, hein, faussement. Mmh, mmh faussement. Donc c'est un travail plus, d'ensemble qu'on le pense. C'est un travail, où il faut se maintenir à jour parce que la langue évolue avec la société. On le mh, voit, hein, rien que dans la langue française, ces dernières années, toutes les évolutions, les mmh, expressions qui changent et puis, il y a de l'argot, le langage, familier, mais il faut mmh, savoir qu'en traduction interprétariat, on ne parle pas forcément que la langue administrative, hein. Pour beaucoup de cas, oui, mais quand on intervient, par exemple, pour un client privé qui a besoin, de venir s'établir dans un pays et qui a besoin de quelqu'un pour l'aider, parce que j'ai le cas, hein, j'ai le cas aussi dans mon travail d'accompagner des personnes privées qui viennent s'installer en France, donc elles ont besoin de les accompagner au niveau des démarches de la vie, courante. Ces personnes-là, ne vont pas parler de la langue administrative de leur pays d'origine. Ils vont parler la langue, quotidienne, la langue courante et si on sait pas, si on se maintient pas à jour, qu'on n'a pas de contact, je dirais, continu avec, au moins la culture et la façon de penser des langues dans lesquelles on traduit, c'est pour moi, on perd en compétences et en précision. Donc c'est donc un travail, d'ensemble, la traduction et l'interprétariat et puis c'est de l'entraînement.
Si vous ne vous entraînez pas assez, c'est moins fluide. Vous perdez aussi en fluidité, notamment en interprétariat. L'interprétariat, je considère, c'est un peu plus compliqué que la traduction écrite. Parce que la traduction écrite, vous êtes posé chez vous, à votre rythme. Mm. Vous avez des délais, bien évidemment. Mais c'est un autre type de travail. Vous avez le temps, en traduction orale, vous n'avez pas le temps. C'est, il faut faire les liens logiques rapidement. Il faut trouver le mot rapidement ou à tout le moins un, un- un synonyme. Mais, et surtout si c'est en simultané, par exemple, vous n'avez clairement pas le temps. Il faut maîtriser les deux langues, les deux cultures parfaitement. Sinon, c'est juste pas possible en fait. Vous allez être bloqué. Oui. Euh, du coup, bah, en revenant, enfin, vous m'avez dit un peu les inconvénients. C'est quoi justement les avantages et les inconvénients de ce métier en soi pour vous? Comme je l'ai exercé par choix et par envie, euh, pour moi, même ce qu'on pourrait considérer comme un inconvénient, je ne les ressens pas comme tels. Parce que ça n'a pas été, c'est pas quelque chose qui m'a été imposé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, bien évidemment que des challenges, il y en a, comme dans tous les métiers. L'un- Après, ça dépend comment on l'exerce aussi. Moi, je l'exerce de façon indépendante. Donc, je ne travaille pas pour une agence. Euh, j'ai beaucoup de liberté dans mon travail. À côté, ça suppose aussi beaucoup d'organisation, beaucoup d'implication personnelle, euh, beaucoup de responsabilités. De, la charge mentale n'est pas la même parce que c'est moi qui dois gérer mon entreprise. Donc, faire toutes les démarches administratives, tout ce qui est de la comptabilité, les déclarations, les impôts. Et ça fait partie je pense, du côté du métier qu'on se représente en tout cas en tant qu'indépendante. Mais en tant que salarié, c'est tout autre chose, hein. C'est comme dans n'importe quel poste salarié. C'est les mêmes, je dirais, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients qu'un travail salarié. Moi, je l'exerce en tant que entrepreneur individuel. Donc, c'est tout le côté administratif qui est un peu lourd, je dirais, et qu'il faut être bien formé. C'est important à savoir. Euh, il y a aussi la concurrence, bien évidemment. En fonction des langues, on ne va pas avoir, euh, par exemple, en albanais, je vais avoir moins de concurrence qu'en anglais. Il y a plus de personnes qui sont présentes sur le Oui. marché. Ou encore qu'en italien. Encore qu'en italien, c'est relativement à l'aise aussi parce qu'il n'y a pas énormément euh, non plus. En tout cas, de ce que j'ai pu constater. Euh, En anglais, en espagnol, je dirais, c'est là où il y a le plus de concurrence. Oui, c'est parce que c'est les deux grosses langues en soi. C'est ce qu'on pratique le plus en France, en C'est tout cas. ça. Mm. Voilà. Par exemple, en albanais, en revanche, où on n'est pas beaucoup. Par exemple, moi, je suis assermentée en albanais. Dans la cour d'appel, on est assermenté normalement dans le ressort d'une cour d'appel. Ou au niveau national, si on a l'agrégation au niveau de la cour de cassation. D'accord? C'est si on est agréé de la cour de cassation, on est présent sur les listes nationales et n'importe quelle ville en France peut faire appel à n'importe quelle personne. En tout cas, elle peut nous trouver sur les listes nationales. Pour l'assermentation, c'est dans le ressort d'une seule cour d'appel, c'est-à-dire que toutes les juridictions dépendent de cette cour d'appel vont pouvoir faire appel à moi. Et pas seulement, ça peut être toutes les administrations, toute personne privée. Cependant, comme en Albanie, ben, dans la cour d'appel d'Orléans, par exemple, où je suis assermentée, j'ai été la seule jusqu'à l'année dernière. Je suis assermentée, j'ai prêté serment en 2019 et, euh, et depuis 2019, ce n'est que depuis l'année dernière que nous sommes deux, mais pour tout le ressort de la Oui. cour. Et sachant qu'il y a une telle pénurie qu'il y a d'autres juridictions
qui ne font pas partie de la cour d'appel, comme notamment la cour d'appel de Poitiers, qui font appel à moi parce qu'eux n'en ont pas euh, dans leur liste, ils n'ont pas de traducteur interprète en albanais. Et je suis amenée donc à intervenir pour d'autres cours d'appel ou des tribunaux. À ce moment-là, je prête serment pour eux à chaque mission pour D'accord. pouvoir intervenir. Euh, mais donc, je vais avoir moins de concurrence en albanais et notamment pour tout ce qui va être documents officiels qui nécessitent une traduction assermentée, obligatoire. Euh, Dès lors qu'on va être dans ma région ou proche de ma région, je vais avoir beaucoup moins de concurrence qu'en anglais ou en espagnol, où là, on a le choix. Et la personne, généralement, ça dépend de l'état d'esprit. Soit elle va vouloir prendre la personne la moins chère parce qu'elle s'en fiche, soit après, en fonction de la qualité qu'elle souhaite, elle fait un choix un peu plus sélectif. Parce qu'il y a aussi cette mentalité-là du prix, hein. Il y a beaucoup qui essayent d'avoir le meilleur prix possible parce qu'ils ne réalisent pas que le travail intellectuel, c'est pas comme acheter des produits au marché, en fait, où la personne peut Mm. récupérer sa marge autrement, peut faire sa marge autrement, ou nous, c'est un travail intellectuel. Et il y a des tarifs légaux aussi pour les traducteurs assermentés qui sont posés, et normalement, on ne doit pas aller en deçà. Justement, pour le salaire, excusez-moi, je vous ai coupé, non? Non, 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 allez-y. Pour le salaire, donc ce que je comprends, c'est que vous êtes payé, par heure, c'est ça? Si Ça je comprends bien? dépend. Ou ça Non, dépend? en fait, en fixe, pour la traduction orale, c'est par heure, c'est à l'heure, bien évidemment, par heure d'intervention. Pour la traduction écrite, ça peut être par page, ça peut être par mot, nombre de mots, c'est-à-dire vous fixez un prix par mot et ensuite, en fonction du nombre de mots, en ressort la somme totale, ou alors nombre de pages, et là, euh, le prix par page, vous définissez un nombre de mots. OK. Par exemple, 250 mots, ça constitue une page pour vous, avec telle écriture, telle taille de police, et que c'est tant. Mais les prix, c'est vous qui les fixez en tant qu'indépendant. En tant qu'après salarié, c'est votre entreprise. C'est l'agence de traduction pour qui vous travaillez. OK. Et Pour les tribunaux, par contre, et certains organismes d'État ou du département ou autres, eux, ils vous disent qu'ils rémunèrent à hauteur de temps et vous acceptez ou non. Parce que c'est le département qui finance, par exemple, euh, et vous avez le choix de dire oui ou non. Moi, généralement, je dis oui parce que il s'agit en fait de cas d'enquête sociale ou de rapports. En gros, ça constitue pour moi plus un travail d'utilité publique. C'est important. Ce sont des domaines, en tout cas, qui pour moi sont importants parce que enfin, je suis bénévole assez régulièrement avec des associations de migrants. Donc là, il s'agit plus de contribuer euh, à la bonne administration de la justice et de servir les intérêts des enfants ou des femmes, parce que c'est les cas les plus que je rencontre le plus souvent, c'est les femmes, les enfants qui sont peut-être victimes de violences ou de négligence ou autres. Et donc là, je ne discute pas du tout les prix et j'accepte toujours les missions. Sauf, enfin, après, on tombe d'accord par rapport à mon agenda, mais le prix est fixé par le département. De même, les tribunaux, les prix sont fixés aussi au niveau national, par décret. Donc là, je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est j'accepte ou pas la mission. Et pareil pour les tribunaux, j'accepte les missions parce que pour moi, c'est important. Ça- de toute façon, il faut en faire hein, si vous voulez conserver le titre d'expert. Mais moi, j'en fais pas mal parce que comme je vous ai dit, en plus, j'ai une formation juridique de base, donc c'est important pour moi de contribuer
à la bonne administration de la justice, d'autant que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de traducteurs en albanais. Donc, c'est important pour moi de participer. C'est ma façon aussi de rendre quelque chose que j'ai reçu. Pour moi, les langues, c'est une compétence que j'ai reçue de façon assez facile, même si j'ai eu à travailler tout le long pour les maintenir. Mais, mais voilà, je trouve important de contribuer à la société, que ce soit en travail ou en argent. Et sans indiscrétion, est-ce enfin, c'est à peu près combien par, ça dépend du début de carrière ou enfin, ça peut monter jusqu'à combien à peu près, le métier d'interprète, traducteur? Alors, je ne connais pas la gamme de prix. Je sais que, alors au niveau, il faudra que je revérifie, mais au niveau des tribunaux, par exemple, ça ne changera pas. C'est fixé par décret, c'est-à-dire en traduction orale, c'est 45 € la première heure, et après, c'est 35 heures chaque heure d'après, 30 ou 35 € chaque heure d'après, à revérifier. Pour tout ce qui est organisation départementale, ça, c'est en fonction. Je crois que c'est 25 € brut. Après, pour mes traductions à moi, c'est moi qui décide le prix, mais il faut, euh, il faut faire attention au marché aussi. Se situer dans la bonne gamme de prix, ni trop bas, ni trop élevé. En tout cas, tant qu'on n'a pas atteint une certaine compétence qui justifie un prix plus élevé, en tout cas pour moi, euh, il faut rester dans un prix marché cohérent. OK. Sinon, on n'a plus Oui. assez de travail, en fait. Donc, le prix, en fait, c'est un travail que vous faites normalement quand vous commencez une activité, si vous l'exercez en indépendant. C'est un travail de chiffrage que vous faites, d'études de marché, parce qu'il faut partir au prix juste. Ni trop en dessous, parce que vous n'arriverez pas à vous payer et à sortir des revenus Mmh. convenables, ni trop au-dessus, parce que pareil, vous n'arrivez pas à vous payer non plus. Vous aurez peut-être quelques clients, mais là, l'important, c'est aussi de développer sa clientèle et de la fidéliser, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir régulièrement besoin de vous, euh, ou même si elles n'ont plus besoin, elles vont pouvoir vous recommander, par exemple, si elles sont Mmh. satisfaites de votre travail. Donc là, il s'agit de constituer un réseau de clientèle qui va pouvoir, même s'ils font appel à vous qu'une fois, ils vont pouvoir vous recommander. Le bouche à oreille fonctionne relativement bien. Même à l'ère du numérique, ce qui fonctionne le mieux, je dirais, c'est vraiment le contact direct avec la personne, hein. Même si c'est pas un client, c'est pas la même chose que d'envoyer une carte de visite par la poste ou de faire de la prospection, du mailing, que de rencontrer la personne, d'avoir un échange direct avec elle, parce qu'il va y avoir le côté instinct humain qui va rentrer en jeu. Si la personne, Mmh. elle se sent en confiance, elle va plus se diriger vers vous que vers une autre personne qui peut-être a encore plus de titres que vous, mais parce qu'en fait, la personne, elle a accroché. Donc c'est pour ça que c'est Oui. un tas d'éléments en fait qui déterminent votre rémunération pour partir intelligemment. Et après, en fonction de l'évolution, vous augmentez vos prix si vous l'estimez nécessaire. Sinon, c'est pas une obligation. Il faut que en fait, vous vous sentiez à l'aise. Parce que si vous n'êtes Mmh. pas convaincu en fait, parce que le prix que vous fixez à votre travail, ça se sentira, ça se ressentira et ça aura des effets négatifs forcément. Ouais. Et du coup, comme vous m'avez dit, vous avez fait une reconversion, c'est ça? Complètement. Au début, vous étiez parti pour faire du droit, enfin, vous étiez dans la cour, je pense. Vous m'avez dit.
Je suis juriste de Vous êtes formation. juriste? Et Ok. il y en a encore des conseils juridiques de temps à autre, mais pour moi, ça ne constitue pas vraiment une reconversion parce que, en fin de compte, je suis en contact continu avec le droit dans beaucoup de, Ok. dans beaucoup de traductions. Euh, Moi, je ne le ressens pas comme une reconversion, en fait. C'est simplement Oui. une diversification de, de mon activité de juriste. Ok. Donc, en soi, vous pouvez dire que là, vous avez deux métiers ou pas du tout, ou ça se regroupe en soi, c'est la même chose. Non, c'est deux métiers à part entière, quand C'est deux métiers à part entière. même. Juriste pur, c'est tout autre chose. Et traduction, c'est tout autre chose. Non, j'ai deux métiers. C'est pour ça que je vous dis, je ne me sens pas en reconversion parce que j'ai conservé les deux compétences. Ok. Ah oui, oui, non, je pensais que vous aviez complètement arrêté le Non, juriste. Et... le juridique, je ne l'ai pas Ok. fait. Je continue. Et actuellement, justement, je suis en train de voir comment coupler les deux. Il y a la traduction, Ok. ça tombe sous le sens, mais non, non, j'ai pas du tout, j'ai arrêté aucun des deux. Ok. Du coup, j'ai une autre question. Vous m'avez parlé du fait de pratiquer souvent la langue parce qu'elle se perd. Justement, enfin, nous, jeunes étudiants, justement, qu'est-ce que vous nous conseillerez pour garder ces langues? Est-ce qu'il faudrait pratiquer, partir dans le pays? Le Qu'est-ce mieux, que vous nous c'est de conseillez du marcher coup? complètement. Donc, si quand on a les moyens de partir en vacances de temps à autre, c'est pas mal. Mais il y a d'autres moyens de rester en contact. Il y a, vous avez des points de rencontre de personnes qui parlent la langue. Il y a certainement des forums, des pages. Il y a les émissions, la télé, hein, les séries. Moi, par exemple, quel que soit le programme que je regarde, je le laisse dans sa langue d'origine. Quelle que soit la Mm. série, même si c'est pas l'une des langues que je parle, je laisse le programme dans sa langue d'origine en sous-titré parce que ça m'oblige à avoir un travail d'écoute pour essayer de capter, même si c'est pas une langue que je parle, s'il n'y a pas quelque chose que je vais comprendre, un mot ou peut-être essayer de comprendre le mécanisme de la langue. Et si c'est une langue qu'on parle, par exemple, ça va me permettre de me dire, ah tiens, il y a un nouveau mot, il est utilisé comme ça maintenant, il est utilisé plus dans ce contexte, ou tiens, celui-là, je le connaissais pas, ou en tout cas, je l'aurais pas utilisé comme ça. Euh, Tiens, ils utilisent plus des mots anglais pour exprimer cette idée, parce qu'il y a des langues des pays qui conservent, qui font beaucoup d'emprunts en anglais notamment, mais je pense que ça ne vous surprend pas, c'est Oui, essayer de par tous les biais de conserver un- un lien avec la langue qu'on souhaite maintenir vivante. Et il y a des exercices, il y a des livres, les livres bien évidemment, les magazines, vraiment essayer de faire un effort au quotidien. C'est un effort intellectuel aussi, hein, donc le mm, cerveau humain, il aime la facilité, donc il va plus se diriger vers une activité qui va être simple pour lui dans la langue dans laquelle il se sent à l'aise. Mais, euh, mais c'est important de faire cet effort pour aller chercher les informations dans d'autres langues pour les maintenir actives et s'obliger tous les jours. Et c'est ça c'est ça qui constitue l'entraînement, je pense. C'est de s'obliger à avoir, même si c'est que quelques minutes par jour, mais ça va réactiver en fait. oui, Et c'est important aussi, pas juste de l'écouter, de l'exprimer. Il y a ça aussi, ok. vraiment de le parler. Parce que si vous ne faites que d'écouter, c'est pas pareil. Et je pense que Mm, vous allez le réaliser parce que la fluidité du parler n'est pas la même que celle de l'esprit et de l'écoute. L'écoute, ça, c'est quand même un travail d'intellect. C'est votre tête qui va travailler. Tandis que quand vous parlez,
C'est les 2. C'est votre tête qui va être, synchronisée avec votre boîte buccale et c'est pour ça que c'est très important de le parler. De vous Mmh. écouter, de soit au moins de répéter, mais de vous entendre parler, en fait, ou d'enregistrer, par exemple. Heu, mais ça, je l'ai constaté assez rapidement que si on ne fait que d'écouter, alors c'est très bien, on va au niveau compréhension, on va être très bien, mais niveau fluidité, de la langue Oui, orale, c'est ça, la pratique, oui. ah bah, c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir, des conversations qui vous obligent, en fait, quitte à ce que, si c'est une langue que vous maîtrisez pas encore, c'est indispensable de commencer à le parler rapidement pour, déjà ôter la peur de ne pas le dire correctement. C'est pas grave si on le dit pas correctement, mais au moins on pratique. On laisse pas la langue dormante et Mmh. heu et puis ça nous permet d'aller, vers les autres aussi, de surmonter pas mal un peu d'angoisse sociale, de mal faire, heu, Ouais. donc c'est pour moi, c'est très important de les surmonter et d'aller au-devant d'être curieux, d'aller au-devant de la langue et de chercher à la parler, à la maintenir vivante de toutes les façons possibles et imaginables, mais surtout la parler. Parce que c'est un exercice que je trouve, très intéressant et qui développe beaucoup de compétences parce qu'en fait, quand vous parlez, vous réfléchissez parfois en même temps et ça va demander un travail supplémentaire à votre cerveau. Au début, il va pas l'aimer. Ça va être laborieux, mais après, plus vous pratiquez, plus vous êtes à l'aise. Pour lui, ça constitue une forme de récompense. Ça va devenir le travail devient beaucoup plus facile ou en tout cas, vous le faites de bonne grâce. OK. Et du coup, vous m'avez dit que vous faites de l'interprétariat, mais vous traduisez aussi du coup des textes, c'est ça? Des textes littéraires ou simplement, en Heu, rapport, avec votre métier? un peu tout, mais alors, la plupart du temps, effectivement, c'est plus, soit des décisions de justice, soit des documents, officiels, des certificats, des attestations, des contrats, Mmh. heu, c'est plus des documents commerciaux, des mentions légales, par exemple. Ça, c'est plus le cadre juridique et c'est là où le juridique devient un point fort parce que, dès lors que la personne même dans les autres langues, hein, j'ai beau ne pas être assermentée, quand ils voient, formation juridique, ils savent que s'ils me demandent de traduire des statuts, des mentions légales, des textes en lien avec des obligations légales, en fait, heu, ils savent que, je vais avoir une précision, plus importante que d'autres personnes qui, sont spécialisées en traduction littéraire. Mmh. Donc vous avez déjà traduit des textes littéraires ou pas? Pas forcément? Non, 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 pas Non, beaucoup, pas encore? Pas beaucoup? non, non. C'est surtout vraiment la vie courante. Le plus, le la quantité la plus importante. J'ai eu 2 occasions, mais c'était c'était plus des guides. C'était pas vraiment de la littérature au sens pur pour moi. C'était des ouvrages, écrits par des personnes, mais c'était plus des guides, un peu des guides touristiques. OK. Et du coup, je voulais vous dire, oui, au niveau vous avez des vacances ou justement ça dépend? Est-ce que vous êtes, vu que vous êtes indépendante, ça dépend de quand on a besoin de vous, c'est ça? Ah non, quand je prends des vacances, hein. C'est, OK. Vous êtes indépendante du coup, c'est ça? Enfin, comme vous c'est dit. moi qui décide de mon planning, quand oui, quand je prends des vacances, je mets en off les notifications. Après, je vous avoue qu'on est, quand même on jette un coup d'œil. On est assez, connectés à nos outils de communication parce que justement je suis indépendante, donc c'est important la disponibilité. C'est ça. Les vacances, donc oui, on est décideur de tout, hein. Mais comme je disais, on garde un œil quand même
si jamais il y a quelque chose d'urgent, voir si ça peut attendre ou orienter la personne vers quelqu'un d'autre. Ça, il faut pas hésiter de le faire. Souvent, on nous renvoie l'appareil. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont été adressés par un collègue qui, lui, n'est pas assermenté, mais, Mmh. et où la personne avait besoin, lui, de l'accompagner pour tout ce qui n'avait pas besoin de traduction certifiée. Et dès lors que la personne avait besoin de traduction certifiée, il me le dirigeait vers moi. Et moi, pareil, je lui rendais l'appareil quand je n'étais pas disponible, par exemple, pour des traductions ou de l'interprétariat au niveau des tribunaux. Je leur disais, alors il n'est pas assermenté, mais vous pouvez faire appel à lui. Parce que c'est possible, hein. Parfois, quand on a en tout cas, c'est ce que j'ai observé, quand les juridictions ont des besoins et qu'il n'y a pas il n'y a aucun traducteur assermenté disponible, si c'est juste quelque chose de rapide, où il n'y a pas de procédure à lancer, là, ils font appel à quelqu'un qui vient traduire, il prête serment pour la mission et Mmh. il traduit pour les instituts, la gendarmerie ou l'organisme en question. Mais c'est après, s'il faut absolument un traducteur assermenté, ils vont peut-être remettre ça à un autre moment jusqu'à ce qu'il y ait un traducteur de disponible. Mais voilà, OK. faut pas hésiter à... En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je fonctionne pas sur un mode à essayer de m'accaparer tout le travail, à être dans comment dire, dans une angoisse de ne pas avoir assez de travail. Je sais que c'est périodique. Il y a des moments où on va avoir plus par exemple, de travail momentané. Il y en a d'autres où ça va être plus dans d'autres langues. C'est c'est très fluctuant. Donc, oui, donc très important si on est quelqu'un d'angoissé, qui a besoin absolument d'avoir une sécurité financière, etc. C'est pas le statut indépendant, c'est pas fait, ce sera pas fait pour la personne parce que elle risque de très mal le vivre. Il faut faire preuve d'une grande polyvalence, mais aussi une grande capacité de résilience et de gérer correctement les frustrations le stress notamment. Parce qu'il y a, c'est, c'est comme ça vient avec beaucoup d'incertitudes, comme l'entrepreneuriat. Donc, vous savez pas si tous les mois vont pas être pareils, toutes les années ne vont pas être pareilles. Il y a des années où vous allez avoir beaucoup de traductions, donc c'est rassurant, ça galvanise. Il y en a d'autres, il y en a moins, donc ça va susciter plus d'inquiétude, plus de... Et c'est les années où ou les périodes où il faut s'accrocher et ne pas lâcher prise, ne pas se décourager. Au contraire, mettre à profit le temps, parce que vous allez avoir plus de temps libre, forcément, vous avez moins de travail, pour peut-être vous former ou développer une nouvelle compétence pour devenir justement avoir quelque chose de plus à offrir pour se démarquer au niveau au niveau du marché de l'offre et de la demande. OK, bah, du coup, je pense que vous m'avez répondu à ma question. La Vous prochaine m'avez Ouais, enfin, c'était justement sur la charge de travail. Est-ce que, bah, justement, vous c'est possible que des fois vous êtes, tellement, Il y a des fois, en fait, on est extrêmement débordé. et C'est ouais, où on dort que quelques heures par nuit, voire même des nuits blanches si les délais sont serrés. ah oui. Et, euh, et que si c'est quelque chose d'un peu complexe, parce que moi je suis quelqu'un qui, si je ne suis pas sûre de mon travail, je ne rends pas quelque chose dont je ne suis pas sûre. Euh, Mmh. D'une part parce que ça peut causer beaucoup de tort à la personne, un grand préjudice malgré moi. D'autre part parce que quand il s'agit d'une décision de justice ou autre, c'est encore plus grave si je commets des erreurs. Après, il ne faut pas que ça nous bloque non plus, il ne faut pas que ça nous paralyse. Mais en tout cas, par exemple, s'il y a une incompréhension ou quelque chose que je n'arrive pas à saisir, ou parce que ça arrive, hein, même si ça fait des années qu'on fait le métier, on peut être confronté à, je sais pas, quelque chose que vous n'avez jamais rencontré, ou du vieux langage, par exemple, que vous ne connaissez pas du tout. Et faut pas hésiter à aller faire des recherches. Moi, je suis pas du tout dans une posture
d'apprenante absolue là-dessus. Au contraire, je me positionne plus comme quelqu'un qui, je me dis, bah, j'aurai toujours des choses à apprendre, à perfectionner. Et donc, pour revenir sur les nuits blanches, on peut avoir des journées très chargées parce que si le texte est un peu complexe, moi, je vais tout faire pour essayer de comprendre le texte d'origine et trouver la meilleure traduction possible. Donc, oui, il y a des périodes où on ne compte pas ses heures. Il y en a d'autres où on a beaucoup de libres. Après, il faut équilibrer. Faut OK. trouver son juste équilibre à soi. Et puis, c'est important aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, de conserver du temps pour soi. Ça, c'est vrai qu'on l'entend partout, mais c'est extrêmement important en fait. OK. Et du coup, bah, dernière question, hem, conseillerez-vous du coup ce métier ou pas à nous jeunes étudiants qui justement apprenons les langues? Enfin personnellement, moi je sais que j'ai toujours aimé les langues aussi, donc voilà. Qu'est-ce que vous nous proposerez, ouais, est-ce que vous nous conseillerez de faire ça cela ou pas? Ah bah oui, mais moi c'est quelque chose dans laquelle je m'épanouis beaucoup. Donc simplement, il faut choisir en fait comment dire, le, le statut qui vous convient. C'est-à-dire OK, en fonction de votre personnalité. Il faut se sonder soi-même et en fonction de sa personnalité, choisir de l'exercer soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que salarié. Mais je le conseille absolument, je le recommande absolument. Moi, je trouve que c'est un métier fantastique, vraiment. Et je n'exagère pas. Pour moi, c'est pas une exagération du qualificatif parce que c'est comme ça que je le ressens. Même comme on m'a demandé tout à l'heure s'il y a des inconvénients, je ne les ressens pas en tant que tels. Il s'agit juste pour moi euh, de challenge à surmonter plus que d'inconvénients ou de difficultés. Vraiment, je ne les ressens pas comme des épreuves, je les ressens comme un exercice à surmonter, à apprendre, à surmonter et qui me donne l'opportunité de m'améliorer. Même quand je sors d'une audience que j'ai la tête grosse comme une pastèque ou d'une garde à vue où j'ai passé 5 heures avec euh, à la gendarmerie avec tous les intervenants, à aucun moment je me dis demain je n'y retourne pas. Si on me demande, j'y retourne avec grand plaisir parce que c'est un, c'est un métier où je trouve vous avez beaucoup de gratification, que ce soit intellectuelle, humaine. Euh, mmh, on apprend tout le temps et puis si vous aimez, ah oui, autre chose importante, il faut aimer le contact avec l'autre. oui, Si vous n'avez pas le contact avec les gens, il faut pas le faire. Alors, vous faites de la traduction écrite, et je peux l'entendre, hein, si on est timide, on n'ose pas. Après, ça oui, peut constituer aussi un challenge, par exemple, de se dire, ben, moi, je suis très timide, ça va aller travailler quelque chose chez moi, ça va me permettre de surmonter des choses. Donc, allez, je me lance en interprétariat. Au début, c'est terrifiant parce qu'on se dit, je vais complètement planter, ça va être horrible. On se fait toute une montagne parfois, alors que ça va très très bien se passer, où on se dit mais j'ai pas assez de technicité, pas assez de spécificité. J'ai eu le cas par exemple dans une mission, on me demandait pour le domaine médical. Je leur ai dit écoutez, moi j'ai pas de spécificité, j'ai pas de technicité dans le domaine. Ils m'ont dit on va vous fournir les mots qu'on va le plus utiliser pour que vous puissiez avoir un petit lexique d'office. Et c'est, vous voyez, vous avez ce genre de belles surprises, c'est-à-dire que, et voilà, c'est important aussi d'être honnête. Si vous arrivez, faut pas arriver dans une posture un peu d'imposteur. Si vous ne mmh, savez pas, vous ne savez pas. Vaut mieux l'affirmer que d'arriver et d'envoyer une mauvaise image de votre personne dans le sens où le client va être déçu. En fait, il va se dire la personne a prétendu avoir la compétence alors qu'elle ne l'a pas du tout. Il vaut mieux passer à côté d'une mission, c'est pas grave, plutôt que de prendre une mission pour laquelle vous n'avez pas les épaules ou pas assez de technicité. Ou alors, si vous l'annoncez, comme je vous ai dit, moi j'ai dit au client que je n'avais pas de technicité dans le domaine.
Il m'a dit: «Bah, je vais vous donner les mots qu'on va utiliser et vous allez pouvoir, préparer» et la préparation est aussi très importante. Quand OK. on n'est pas sûr de maîtriser, mais je pense que c'est comme pour tout dans la vie, hein. Si vous n'êtes pas sûr à 100 de vous, mais que vous sentez que vous pouvez le faire, faut pas hésiter, mais par contre, il faut bien se préparer avant. Faut bien, bien travailler parce que si vous travaillez, que vous le préparez correctement, il y a pas de raison que ça se passe mal, hein. C'est ça. Pareil quand vous arrivez, vous pouvez avoir un blocage, hein. Même si vous maîtrisez parfaitement la langue, allez savoir pourquoi, parce que vous avez pas bien dormi, parce que ça fait, 3 heures que vous traduisez. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, autant les intervenants, eux, peuvent faire des pauses, autant un traducteur-interprète, lui, il fait pas de pause, hein. Il traduit, 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 c'est la balle de ping-pong, hein. La balle de ping-pong, elle s'arrête jamais. C'est les joueurs qui, font une micro-pause pendant que l'autre renvoie la balle. Mais, la balle, elle ne s'arrête jamais et donc le traducteur, c'est un peu la balle de ping-pong et donc, la fatigue et cetera, peu importe les éléments, on peut faire, des bugs et à ce moment-là, faut être indulgent avec soi-même et puis, essayer de repartir, de vraiment c'est pour ça que je le recommande parce que c'est un métier qui va développer beaucoup de choses chez nous, beaucoup de Mmh. compétences, qui va lever, notamment beaucoup de limites aussi, hein, qu'on pensait, on se disait: «Ça, j'en suis pas capable, ça, j'en suis pas capable» et en fait, à force de travail et d'entraînement, bah si, si, on y arrive, hein. Faut être curieux, faut être sociable, pour l'interprétariat notamment, la traduction écrite, vous avez pas besoin, hein. Vous avez juste besoin d'avoir la compétence de connaître correctement, les 2 langues, mais ah oui, je le recommande absolument. Tout le monde devrait faire ça. Le mot de la fin, super. OK, bah, merci beaucoup en tout cas franchement moi ça m'a un peu aidée aussi, Oui. personnellement.